Yorana, ravi de vous retrouver pour votre journal. Voici les principaux titres que nous allons développer. Désormais, les pharmacies conventionnées délivreront gratuitement à destination des jeunes le vaccin contre le papillomavirus, une infection sexuellement transmissible qui peut évoluer vers un cancer. Le gouvernement Broderson numéro 2 se profile. De nouvelles têtes feront-elles leur apparition? À réponse demain en direct sur votre chaîne, mais nous évoquerons à cela avec Vanina Krola, ministre de la fonction publique, de l'emploi et du travail. Elle est notre invitée ce soir. En deuxième partie du journal, notre traditionnel volet sportif avec au menu du judo, de la boxe, de l'athlétisme, du MMA et du football. C'est dans un instant avec notre spécialiste Oriano Tefa. L'Institut du cancer a lancé hier samedi sa campagne de vaccination contre les papillomavirus. Et la bonne nouvelle, c'est que les pharmacies conventionnées pourront délivrer gratuitement le vaccin aux adolescents. L'objectif est de lutter contre cette infection sexuellement transmissible, très fréquente, qui évolue parfois vers un cancer. Héloïse Girard et Anaya Bennett. Si vos enfants ont entre 11 et 14 ans, ils peuvent désormais se faire vacciner gratuitement contre les papillomavirus. Il vous suffit d'obtenir une ordonnance, puis de vous présenter à la pharmacie pour récupérer le vaccin. L'injection des 2 doses recommandées est à espacer de 6 à 12 mois. À terme, l'Institut du cancer aimerait élargir la tranche d'âge concernée. C'est une population jeune, a priori où il n'y a pas encore eu de contact sexuel, donc on sait que l'efficacité du vaccin est maximale à cet âge-là. C'est aussi une vaccination en 2 doses et non en 3 doses. Donc c'est vraiment un lancement. On sait que l'idéal, ça serait aussi d'aller plus tardivement, de faire un rattrapage comme en métropole jusqu'à 19 ans ou 26 ans. Il existe 200 papillomavirus identifiés. Ils se propagent par rapport sexuel comme par de simples contacts peau à peau. Et certains de ces virus sont particulièrement dangereux. Chaque année, on identifie plus de 6000 nouveaux cas de cancer liés au papillomavirus en France. Les femmes sont les plus touchées, mais les hommes peuvent l'être aussi. Ce vaccin a été ciblé sur les filles parce qu'on ciblait le cancer du col de l'utérus. Et ça, c'est 100% des cancers du col sont dus au HPV. Mais par contre, on sait maintenant aussi qu'il y a d'autres cancers et ces cancers touchent également les hommes. 1500 doses gratuites sont disponibles en pharmacie dans toute la Polynésie. Un début encourageant, mais insuffisant pour vacciner tous les jeunes concernés. La pharmacie a un nombre de doses précises disponibles. C'est vrai qu'il y a beaucoup de parents qui sont dans l'attente parce que c'est un vaccin qui coûte cher en temps normal. Cette prise en charge, c'est une opportunité extraordinaire de prévention. Sauf que, voilà, est-ce que ça va permettre la vaccination d'un très grand nombre ou bien une toute petite population parce que la quantité n'est pas suffisante? On ne sait pas encore. Cette vaccination est recommandée par les autorités de santé de 71 pays. Elle est administrée en Europe ou aux États-Unis depuis 2006. Moïtaï Broderson dévoilera demain matin son remaniement ministériel. La valse des portefeuilles fera-t-elle apparaître de nouveaux visages aux côtés du président? Quels sont les changements pressentis? Éléments de réponse avec Thomas Chabrol et Mike Léral. La Dream Team de Moïtaï Broderson a tenu 1 an. Le 15 mai 2023, le gouvernement prenait la pose sur le perron de la présidence. Dès demain, l'équipe sera remaniée. Il y a 5 jours, un premier changement a déjà été annoncé, le départ de la vice-présidente Eliane Tevaïtoua, ministre de la Culture, de l'Environnement, du Foncier et de l'Artisanat en charge des relations avec les institutions. Elle est débarquée. Qui prendra la place de cette figure du Tavini? 2 noms circulent, celui de Vanina Krola, la ministre de la Fonction publique. Deuxième possibilité pour la vice-présidence, Mina Rigalnon, actuellement en charge de la solidarité et du logement. Ces 2 valeurs sûres du gouvernement sont en tout cas pressenties pour rester. C'est aussi le cas du jeune ministre des Grands Travaux et de l'Équipement, Jordi Chan. Son entrée en politique est remarquée tant sur la maîtrise des dossiers que sur sa communication calibrée. Pas de changement pressenti non plus à l'agriculture, portefeuille de Teveini Tehei. Du côté de la santé, en pleine crise de l'hôpital, la démission en masse des chefs de service du centre hospitalier en fin de semaine aura-t-elle une incidence pour Cédric Mercadal? Ou au contraire, le président préférera-t-il confirmer son ministre pour régler la situation?
Dans la valse des répartitions des portefeuilles, Roni Teripaya pourrait perdre l'éducation. La réforme contestée des rythmes scolaires, mais aussi ses propos polémiques l'ont affaibli. Le premier agrégé de tahitien pourrait cependant hériter de la culture. Le nom de Matani Kainoku circule pour reprendre alors l'éducation. Parmi les partants potentiels, le nom de Naema Temari a circulé. Ses premières prises de position publiques sur les Jeux Olympiques ont pu surprendre à plusieurs reprises, mais c'est désormais loin. Et à 2 mois de l'épreuve olympique, la ministre se montre très impliquée. Reste l'énigme Tevaiti Pomaré. Le ministre de l'économie, du budget et des finances a vécu une année difficile. D'abord avec le budget 2024 à boucler, puis une loi fiscale annulée, revotée et qui pourrait de nouveau être annulée. Le président peut soit l'écarter, le maintenir en poste ou choisir de lui retirer un portefeuille ministériel. La difficulté pour Moetai Brotherson, c'est que les candidats ne se bousculent pas pour ce ministère très technique. Enfin, pour Nathalie Salmon-Udry, déléguée interministérielle au handicap et à l'inclusion, il serait étonnant qu'elle soit écartée. Ce serait un mauvais signe envoyé aux personnes en situation de handicap. Vaste redistribution des portefeuilles ou nouveaux entrants au sein de l'exécutif. Le président du pays réunira son équipe tôt demain matin avant d'annoncer à 8h les changements face à la presse. Et nous accueillons à présent Vanina Krula, ministre de la fonction publique, de l'emploi et du travail. Vanina Yorana. Yorana Davidson, Yorana. Alors, vous êtes depuis 1 an la numéro 3 du gouvernement Brotherson. Serez-vous demain la numéro 2 à la nouvelle vice-présidente? Donc, est-ce un poste que vous accepteriez si le président vous le propose? Alors, vous ne le saurez que demain. Et j'accepterai quelle que soit la place que le président me proposera. Donc, je ne suis pas là pour une place, je suis là pour servir mon pays. Et je l'ai dit à président, tu me mets où tu veux. Même je peux retourner au Tavini et aller sur le terrain. Mais je suis là pour servir mon pays avant tout. Revenons sur votre bilan en 1 an. Quels sont les chantiers majeurs sur lesquels vous avez pu donc avancer comme vous le vouliez? Alors, un des chantiers... Alors déjà, c'était une année intense, vraiment intense et lourde parce que être en charge de l'administration du pays, c'est quelque chose. On a tous les services, toute la lourdeur administrative. Et donc là, je tiens d'abord vraiment à remercier d'abord le président pour sa confiance et ensuite toutes mes équipes parce qu'il faut une équipe derrière soi pour pouvoir mener les choses jusqu'au bout. Et bien sûr, tous les services dont j'ai la tutelle. Alors, la première des choses que j'ai eu à faire, c'est de présenter le programme du Tavini, sur lequel nous avons été élus à tous les services, à mes équipes, à tous les services du pays, et de proposer ensuite des actions sur la durée de la mandature qui iraient dans le sens de ce programme. Et donc, les premières réalisations qu'on a eues cette année, c'était d'abord, et d'ailleurs avec une très grande satisfaction, des textes qui ont été votés à l'unanimité par les élus de l'Assemblée. Et ça, je tiens vraiment à remercier, bien sûr, les élus du Tavini, mais aussi les élus de la minorité. C'est la dépolitisation des recrutements en catégorie D dans la fonction publique et aussi la révision des avantages des fonctionnaires d'État détachés dans l'administration, les conditions de détachement, en fait, des fonctionnaires d'État dans notre administration. Et là, c'était vraiment à l'unanimité. Ensuite, on est en train de mettre en place des mesures pour maîtriser la masse salariale, puisque c'est une dépense importante de notre administration. Et si on veut développer l'activité, il ne faut pas forcément réduire la masse salariale, mais l'optimiser pour que notre administration soit vraiment efficace et au service des politiques publiques qu'on veut mettre en place. Après, une des grandes satisfactions aussi, c'est le projet Fareora qui a reçu l'accord, l'avis favorable de la majorité de nos Tavana. Il s'agit en fait de déployer les services publics au plus près des populations, pas l'intermédiaire des Tavana, des communes. L'idée en fait, c'est de ne plus que les communes et le pays ne travaillent plus l'un à côté de l'autre, mais ensemble, pour servir la population. Et au niveau de l'emploi, comme vous le savez, la situation économique de notre pays est plutôt favorable en ce moment. Le niveau d'emploi a augmenté, a atteint des records l'année dernière, même s'il y a un léger fléchissement en fin d'année et puis qui s'est maintenu
en début d'année, le niveau de l'emploi est au mieux. La masse salariale également augmente. Justement, la masse salariale de la fonction publique qui augmente chaque année de 100%, c'est votre constat. Vous avez décidé de geler 140 postes qui n'étaient pas occupés et de ne pas remplacer les départs à la retraite. En même temps, vous annoncez qu'une série de concours seront lancés prochainement. Comment comptez-vous faire pour contenir l'enveloppe budgétaire, justement? Alors, il s'agit en fait d'orienter les efforts vers les services clés du pays, vers les services vraiment qui ont besoin de moyens. Et la priorité pour nous, et là on a confirmé ça avec notre président, c'est les services sociaux et la santé. L'idée, c'est le principe des vases communicants où on va aller chercher les moyens qui existent ailleurs pour les déployer là où c'est nécessaire. Parce que notre population est de plus en plus malade, et ça c'est un constat. Il y a un travail de fond à mener au niveau de la prévention, mais en tout cas aujourd'hui on a besoin de moyens pour soigner notre population malade, et également au niveau, on a de plus en plus de pauvres, de plus en plus de SDF, et donc on ne peut pas ne pas prendre en charge, ne pas prendre en main ces problématiques, et donc ce sera vers ces secteurs que les moyens seront déployés en priorité, mais on ne met pas de côté tous les autres secteurs. Depuis des mois, la situation de l'hôpital est critique. Quand le gouvernement proposera-t-il le statut de la fonction publique hospitalière qui soit attractif et permettre de résoudre une partie des problèmes vécus au CHPF? Alors nous nous y attelons avec notre ministre de la Santé. Mais la priorité là aujourd'hui, c'est de lancer des concours pour combler les postes encore vacants dans la filière santé. Et là, on va lancer des concours cette année et l'année prochaine encore pour les médecins, les praticiens hospitaliers, les infirmiers, les auxiliaires de soins. Mais c'est également la révision du cadre d'emploi de la filière santé, puisque c'est vrai qu'ils ne sont pas attractifs, ils n'ont pas évolué depuis 1995. Donc, il est temps de faire évoluer pour faire coïncider la rémunération avec les compétences et les diplômes requis pour exercer tel ou tel poste. Donc ça, c'est la priorité. Mais il y a une réforme de fond qui est actuellement menée par le ministre de la Santé en ce qui concerne la fonction publique hospitalière, mais aussi la transformation de notre CHPF et des hôpitaux périphériques en établissements publics de santé. Un mot sur la protection de l'emploi local. Vous voulez toujours l'étendre à la fonction publique? Oui, on est en train de réfléchir, d'écrire les textes avec nos juristes de la DGRH, mais c'est une priorité qui devrait voir le jour cette année. Un point sur la situation financière du groupe OPT, aujourd'hui préoccupante. Vous demandez 300 millions de francs d'économie et une menace de grève plane. Pour vous, les agents de l'OPT ont-ils des avantages acquis qu'il est devenu inévitable de revoir ou de supprimer? Alors, il faut d'abord rappeler la situation effectivement préoccupante du groupe OPT. Depuis 2019, il cumule un déficit réel cumulé de près de 8 milliards. L'année 2022 s'est terminée avec un déficit de 2 milliards avec la subvention du pays. Donc, sans la subvention du pays, ce serait 3 milliards puisque chaque année, l'année dernière en tout cas, le pays a octroyé 1 milliard à l'OPT. Donc, devant ce constat, lors du conseil d'administration de l'OPT qui a eu lieu le 27 mars dernier, nous nous sommes mis d'accord, en tout cas nous avons envisagé qu'il y ait des efforts partagés entre le pays, qui par une octroi de subventions complémentaires éventuelles à condition que la demande soit justifiée par des pièces justificatives comptables certifiées. Ensuite, par la direction, en identifiant des niches d'économie pour réduire les dépenses et des leviers de croissance également pour augmenter les recettes, et le personnel par un gel. Alors, ce n'est pas une réduction des avantages, c'est un gel momentané, donc une suspension momentanée de certains avantages, et ce n'est pas tous les avantages, comme on a pu le lire sur Tahiti Info, c'est une partie des avantages. Il faut savoir que les agents de l'OPT bénéficient de plus de 2 milliards d'avantages annuels.
Et sur ces 2 milliards, on demande en fait de revoir certaines primes qui, pour nous, compte tenu de la situation financière, ne sont pas justifiées. En tout cas, pour l'instant, c'est la prime d'efficience, la prime de croissance, puisqu'il n'y a pas de croissance, il y a au contraire des déficits, et la prime de résultat, il n'y a pas de résultat positif, donc il ne peut pas y avoir de prime de résultat. Et donc, ce sont que sur ces primes-là qu'on veut agir. En plus, ça ne concerne même pas tout le personnel de l'OPT, c'est une partie du personnel OPT, et ça ne représente que 14% de l'ensemble des avantages. Ce n'est pas tous les avantages, et c'est un gel momentané en fait de ces primes. Et pour ce qui concerne les réunions auxquelles je n'aurais pas assisté, je veux juste rappeler que je n'ai pas été invitée à ces réunions et que je suis tout à fait disponible tant pour la direction de l'OPT que pour les organisations syndicales pour en discuter ensemble, parce que c'est vraiment dans le dialogue qu'on pourra, à mon avis, et ensemble qu'on pourra résoudre ce problème, cette situation préoccupante de l'OPT. Merci beaucoup, Madame la Ministre, d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi. Les députés ont adopté jeudi à l'unanimité une résolution visant à adapter les politiques publiques au changement climatique. Ce texte, qui n'est pas une loi, a une valeur symbolique. Il appelle la meilleure coordination à des efforts de l'État en faveur des villes côtières et des territoires insulaires. Mariana Red Arbelou est co-autrice du texte adopté à l'Assemblée nationale. Julien Sartre et Nathalie Tissot sont allés à sa rencontre. C'est la journée de l'opposition de gauche à l'Assemblée nationale. Les députés de l'Outre-mer l'abordent avec gravité. Gravité car au moment où je vous parle, des atolls de Polynésie sont en grand danger de submersion et leur population inquiète de devoir migrer. L'Outre-mer représente 14 500 km de côtes sur les 20 000 que comptent les côtes françaises. C'est la stratégie du gouvernement qui présentera le plan national d'adaptation au changement climatique d'ici quelques semaines. Des mesures de ce plan global visent en particulier à protéger les Français des conséquences du recul du trait de côte en repensant l'aménagement des territoires exposés. Pour 167 contre 0, l'Assemblée nationale a adopté. Un vote unanime, mais d'une résolution, pas d'une loi. Le texte n'aura pas de portée normative. Quels effets va-t-il produire ? Cette proposition demande un fonds, mais un fonds dédié à tout ce qui est donc érosion du trait de côte, pour pouvoir réagir quand il y a des phénomènes climatiques disons brutaux et puis importants. Puisqu'il s'agit d'une résolution, le texte de loi est définitivement adopté. Une meilleure réussite scolaire des jeunes ultramarins grâce à l'apprentissage des langues régionales, c'est l'intitulé de la proposition de loi du député polynésien Steve Chayou, qui a aussi été examiné jeudi par les députés de l'Assemblée nationale. Le texte prévoit que l'enseignement des langues et des cultures régionales soit proposé dans toutes les écoles maternelles et élémentaires des académies d'outre-mer. En Polynésie, c'est déjà le cas. La proposition de loi a été adoptée à l'unanimité. Elle doit être désormais examiné par le Sénat. On écoute Steve Chayou, député de la Polynésie française. Je suis satisfait de ce débat apaisé, parce que vous connaissez l'Assemblée nationale, c'est un chaudron bouillant, et je suis particulièrement fier que lorsque nous abordons des sujets ultramarins, et là en l'occurrence le sujet des langues vernaculaires, des langues polynésiennes également, nous avons eu un débat digne, respectueux et avec beaucoup de sagesse, et je pense que les Outre-mer montrent un bon exemple à d'autres peut-être députés hexagonaux, parfois c'est un petit peu plus tendu. Et les îles Soul vont désormais leur compétition de Horiteti. Le Horiteti Competition in Raromatei, impulsé par Perle renvoyée à meilleure danseuse du Heivaiteti 2018 et chef du groupe à Tumanava. Cet événement vise à promouvoir le Horiteti pour la première édition organisée hier à Ayatea. Une cinquantaine de participants se sont succédés sur scène en Mehura. C'est le groupe Hinanui 2 qui a gagné. Jessica Doucet. Ils viennent de Ayatea Huahine Wokor de Taha avec un objectif, évaluer leur niveau de danse. Pour ce faire, les candidats doivent, à partir d'un pehe otea ou musique à percussion d'une durée de 3 minutes environ, inventer une chorégraphie pour séduire le jury. 5 catégories étaient au programme en individuel, réunissant des danseurs hommes et femmes à partir de 11 ans. C'est vrai que j'étais un peu stressée en montant sur scène, du coup j'avais le stress et je pense que c'était les pas. Et surtout, quand il faut regarder les visages des gens,
j'ai peur de faire un mauvais mouvement, du coup. J'en ai pas vraiment, j'ai juste été stressée en montant sur scène. Je suis pas très bonne en improvisation, du coup j'ai beaucoup stressé. Costume, aisance sur scène, qualité d'exécution des pas et des gestes, rien n'échappe au regard des membres du jury. Chaque passage est éliminatoire, seuls les 3 premiers de chaque catégorie sont retenus pour la finale. Je trouve qu'elles n'ont pas à rougir comparé au concours de Tahiti. Et on voit quand même que les filles ont été très bien préparées, belles prestations. Avec le jury, on a quand même eu du mal à bien départager les filles, quoi. Pour les écoles de danse, cette rencontre est une véritable opportunité. Un mois pour les préparer et aussi musicalement, une belle expérience pour nos élèves. La catégorie Mehura clôture ce concours avec 5 formations de 5 danseurs hommes ou femmes. Les prestations sont soignées et créatives. Le Ori Tahiti a de beaux jours devant lui. Faire vivre notre culture. Vraiment, au Raromaté, je trouve qu'il manque un petit peu. Je pense qu'il n'y a peut-être pas assez d'écoles, donc il faut ouvrir plus d'écoles, hein, peut-être, pour pouvoir donner envie à tout le monde de vouloir participer, de vouloir danser, de vouloir vivre. Vraiment, là, j'incite à tout le monde à venir danser. Il faut danser. Pari gagné pour le comité organisateur. Les vainqueurs de chaque catégorie participeront au Ori Tahiti Nui Competition qui se tiendra à Tahiti au mois de novembre. Et Oriano Tefof nous a rejoint, c'est l'heure de notre rubrique sportive. Voilà, judo, boxe, athlétisme et football, c'est ce qu'on vous propose au menu ce soir et ça commence maintenant. « 900 rameurs, toutes catégories confondues, ont disputé la deuxième Tahoe Race hier à Mahina. Une très forte participation bien au-delà des espérances de l'association organisatrice SAVE-A, contrainte même de refuser des inscriptions avant le départ. Et des minimes aux vétérans 70 ans, les compétiteurs se sont affrontés sur des parcours de 1 à 28 km. Retour en images sur les courses principales avec Andy Ebb. On applaudit bien fort Iloha Echen. Iloha Echen chez les dames et Kyle Tarofo en Open Homme sont les grands vainqueurs de la Tahoe Race 2024. C'était sympa. Ça a changé. Comme parcours d'habitude, ça fait plutôt descente-remontée. Là, c'était l'inverse, donc c'était assez technique. J'ai bien aimé, j'ai essayé de travailler là-dessus et c'était cool. Partis en même temps que les juniors et vétérans, les dames doivent parcourir 14 km. Départ arrêté depuis la plage de la Pointe Vénus à Mahina, elles font cap sur la passe de Taoné par le large avant de remonter sur la Pointe Vénus par l'intérieur. Iloha Echen l'emporte haut la main, Marguerite Temayana arrive à la deuxième place et Mihinop Ari, première junior, termine troisième au scratch. Dès le départ, on a côtoyé avec Iloha. Moi, j'étais à ma droite, mais côte à côte, mais après, elle est partie doucement. Ouais. Les Open Hommes, quant à eux, doivent effectuer 2 boucles, soit 28 km à parcourir. La bataille est rude. Darren Arbulo mène dès le départ, mais Kyle Tarofo, puissant sur le retour, parvient à reprendre la tête. Le sociétaire d'Erthetive accueille ainsi la victoire. Tuate Atereya Manu prend la deuxième place, tandis que Steve Teihut Ata doit se contenter de la troisième place. Compétiteur mais aussi organisateur de l'événement, il constate avec fierté que la formule Tahoe Race fait l'unanimité. Merci à tous pour la présence. On était obligé de bloquer le nombre d'inscrits à 900, comme on avait commandé que 900 dossards maximum. Et en termes de sécurité, on avait misé que sur 900 max pour pouvoir sécuriser tout le monde avec le nombre de bateaux suiveurs. Je pense que c'est un record depuis plusieurs années. L'année prochaine, on va essayer de faire mieux en termes de sécurité pour pouvoir accueillir tout ce beau monde qui sont venus. Regarde, toute la ferveur du est revenue là. Tu sens la joie de la population à chaque passage. Après l'arrivée du premier, les compétiteurs avaient 15 minutes pour franchir la ligne d'arrivée et obtenir leur ticket pour la Super Tahoe Race prévue au mois de juillet. Une chose est sûre, la Tahoe Race est devenue la course la plus populaire. Le week-end prochain, c'est un autre rendez-vous très célèbre qui attend les rameurs à Taoné, la 35e Te Eito.
Et tout le week-end s'est disputé du judo de haut niveau dans la salle omnisport de JT. La Tahiti Oceania Open, une compétition inscrite au circuit mondial, elle a rassemblé 53 athlètes représentant 10 nations. Nos judokas tahitiens se sont heurtés à une grosse adversité. Les détails dans ce reportage. Ce tournoi labellisé par la Fédération internationale a offert un plateau très relevé. Il permet aux athlètes d'engranger des points pour évoluer dans le classement mondial. Pour certains d'entre eux, c'était la dernière chance de se qualifier aux Jeux Olympiques. Oui, un niveau très relevé. Je pense notamment à l'Allemande Katharina Menz, qui elle a participé au championnat du monde il y a une semaine à Abu Dhabi et qui venait vraiment aller chercher ses derniers points, qui a rencontré la Française championne de France Manon Urdiales, et donc un combat très très serré et qui lui a permis, je pense, puisqu'elle a gagné, de valider son quota olympique. Donc ça c'est moins de 48, en moins de 52. L'Australienne, elle a passé 2 tours au championnat du monde la semaine dernière. Là, elle vient de perdre sur une Française, Léa Métro. Donc on a vraiment un beau plateau avec des étrangers et notamment l'athlète d'Arabie Saoudite qui a aussi participé au championnat du monde. L'Américain en lourd aussi a participé au championnat du monde la semaine dernière. C'était un combat très difficile où il y avait beaucoup d'adversité. C'est une judokate qui a l'habitude des podiums internationaux, notamment au championnat du monde, donc c'était un bon combat de référence. Je perds sur Wazari. Le début de match a été un petit peu compliqué où je fais une erreur bêtement au sol. Et ensuite, j'arrive à lui mettre 2 pénalités, mais ça ne suffit pas. Il fallait une 3e pour gagner et j'ai pas réussi, donc voilà. Face à ce niveau mondial, nos représentants locaux ont livré une belle opposition. Certains ont même décroché des podiums. La première journée de compétition a été dédiée aux catégories allant des moins de 48 kg jusqu'aux moins de 72 kg. Tahiti remporte 7 médailles, dont 3 en argent et 4 de bronze. Parmi eux, Ambre Popov termine 3e chez les moins de 48 kg. Oui, je suis fière de moi parce que j'ai gagné contre une fille qui était assez forte. Et même si j'ai perdu contre la championne de France, c'était une très belle expérience, malgré tout. La France reste leader du classement par nation. Après ce tournoi, les judokas pourront se reposer avant de retrouver les tatamis en décembre pour un autre événement international, le Challenge ATN. Ça a cogné fort vendredi soir du côté de la salle de Fataoua pour les finales du Challenge à Makonena. 13 combats étaient à l'affiche, dont 3 opposants donc des Tahitiens, des Australiens. Et oui, et la grande finale chez les super lourds a vu le duel entre Aritea Putoa et Yohan Veira. Le résumé de la soirée avec Désiré Teivao. Aritea Putoa face à Yohan Veira. L'expérience face à la jeunesse. Après un premier round équilibré, le boxeur de Mahina prend l'ascendant sur le sociétaire de Tefana dans la 2e reprise. Les coups pleuvent et Yohan Veira est compté 2 fois. Aritea Putoa continue sur sa lancée dans la dernière reprise. Ses enchaînements font mal, mais Yohan Veira résiste. Mais le boxeur de 19 ans est de nouveau compté. Au bout des 3 rounds, Aritea Putoa est logiquement déclaré vainqueur. Un retour réussi pour le champion de France amateur qui décroche une 2e ceinture au Challenge Makonena. Bon retour pour moi. J'ai adoré, c'est pour quand même préparation pour les Océaniens, qui se passera à la fin d'année. Et voilà, c'est des petits combats qui mènent à la victoire. Je félicite particulièrement mon adversaire. C'est courageux quand même de venir, quand même assez beaucoup d'expérience, tout ça. Malgré mon activité durant les 2 années, mais je les félicite quand même. Il est venu au charbon, la bonus qu'il avait. De son côté, Yohan Veira s'incline encore une fois en finale. Une nouvelle leçon à retenir pour le jeune boxeur. Pour affronter Aritea, on va dire, c'est le Mike Tyson tahitien, on l'appelle. Ça a été un honneur de l'affronter. Même si on perd dans une défaite, c'est une leçon. Et en même temps, ça nous permet d'apprendre et encore. C'est en affrontant des champions qu'on devient champion en même temps. Il ne faut juste pas oublier, rester fier dans la défaite et humble dans la victoire. Avant cette finale chez les super lourds, 3 boxeurs tahitiens étaient opposés à des Australiens. Le combat entre Ramana Maono et Ricky Sandral est explosif. Dans la dernière reprise, le Tahitien accélère et met à mal son adversaire. Pas suffisant pour arracher la victoire. Le combat se termine sur un match nul. Dans les 2 autres confrontations, Silvio Cicero s'incline face à Jack Henson. Et Miti Hiorei Broderson est dominé par Oliver Parker. Comme promis par les organisateurs du Challenge Makonena, le niveau était relevé. Et depuis le départ, on a pris des Néo-Zélandais, des Australiens, c'est tous les numéros 1. C'est pour ça que nos jeunes progressent rapidement. Nos Tahitiens, ils ont été au niveau. Et comme mon père a toujours dit, le Tahitien peut être champion du monde.
avec de la persévérance, du sérieux. Voilà. Et direction le stade de Punaru, s'est tenu hier soir le championnat de Polynésie de 10 000 mètres. 18 coureurs étaient au départ et un grand nombre de cadors manquaient à l'appel. Mais l'on retiendra de ce championnat les sacres de Damien Trocné chez les messieurs et de Sophie Bouchonnet chez les dames. Reportage. Avec l'absence de nombreux favoris, Damien Trocné a survolé sans surprise les championnats de Polynésie de 10 000 mètres. Dès le départ, le sociétaire du VSOPXO prend les rênes de la course pour ne plus jamais les lâcher. Bien au-dessus de la concurrence, le coureur de Moorea prend même un tour à Alexander Casu, son plus proche poursuivant. Allez Damien, allez 32,57. Damien Trocné boucle ses 25 tours de piste en 34 minutes et 19 secondes. Alexander Casu prend la deuxième place à plus de 2 minutes du vainqueur et Eddie Pangfat complète le podium de ces championnats. C'est un chrono anecdotique, on va dire, mais bon voilà, satisfaisant. Là, c'est la reprise après l'enchaînement de toutes les compétitions. Là, je me suis fait une petite semaine sans trop d'intensité, donc là c'est juste repartir un peu. Les conditions étaient bonnes, hein. Pour une fois il fait pas trop chaud, il y avait un petit vent mais bon ça rafraîchit. Mais c'est vrai que mentalement là 25 tours tout seul, pour aller dans le rouge, j'ai pas réussi ce soir. Du côté des dames, seuls 2 athlètes étaient au départ. Sans surprise, Sophie Bouchonnet l'emporte avec à la clé un chrono de 43 minutes et 14 secondes. L'athlétisme polynésien se tourne maintenant vers les Océaniens qui ont débuté ce week-end à Fidji. 38 athlètes tahitiens sont engagés dans la compétition. 19,32. Et tout de suite, le reste de l'actualité sportive de cette fin de semaine, en bref et en images. Reprise des courses hippiques à l'hippodrome de Pirée, cet après-midi, les amateurs de chevaux et de paris se sont retrouvés pour profiter de cette première journée. 26 cavaliers se sont affrontés à travers 4 épreuves, du galop C sur 800 mètres, du trot attelé sur 2200 mètres avec charrette, du galop A et B sur 1300 mètres et amble attelé sur 2200 mètres avec charrette. Une dizaine de journées sont programmées cette saison. Prochain rendez-vous le 23 juin. Vendredi soir à Moorea, la salle omnisport d'Afraïtou était le théâtre des finales de MMA du Generation Mose. 6 combats étaient à l'affiche. Ce projet mené par le ministère de la Jeunesse et des Sports vise à lutter contre la délinquance. Il permet aux jeunes des quartiers de s'exprimer dans un cadre réglementé et sécurisé. Le combat phare de la soirée a opposé Kevin Tehiva à Maui Yohane. À l'issue des 3 rounds de 2 minutes, le sociétaire du Timarupa de Moorea s'est imposé par décision partagée. 19 équipes d'étudiants post-bac se sont rencontrées cette semaine au Pakaore Tiniho pour la Coupe universitaire de beach volley. Ce projet sportif est mis en place par les étudiants de STAPS à l'ICEP en vue de leur cursus scolaire. Au terme du tournoi, les équipes de l'Université de la Polynésie française ont été les grands gagnants. Le but, c'est de s'amuser ensemble, de faire de l'activité physique. Malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas réussi à avoir des étudiants autres que l'Université de la Polynésie française et l'ICEP. Donc ça, c'est un des points sur lesquels on aimerait vraiment s'améliorer. Et donc, si les autres étudiants post-bac qui sont ailleurs, comme l'Amné ou Aurei, ils sont les bienvenus. Direction l'Hexagone pour découvrir une footballeuse polynésienne qui a tout quitté il y a quelques années pour réaliser son rêve, percer dans le football en Europe. Et après un passage en Allemagne et au Pays de Galles, Kiani Wang évolue aujourd'hui dans le nord de la France, dans le club mythique du Racing Club de Lens. Et Julien Panafieux et Wallis Glaise sont allés à sa rencontre. Chez les Wang, le foot est une religion. Pour Kiani, la passion du ballon rond lui vient de ses parents. Une passion plus forte que tout. À 15 ans seulement, Kiani quitte Tahiti pour rejoindre l'Hexagone. L'idée de poursuivre une carrière en Europe est donc apparue naturelle pour progresser. Oui, comme dans tout sport, pour pouvoir évoluer à haut niveau, il faut forcément quitter le Fénois parce que c'est pour pouvoir voir autre chose et pouvoir bien sûr évoluer dans le football. Et c'est plutôt mon père aussi mon père et ma mère qui m'a beaucoup poussé à partir. À 23 ans, Kiani a déjà un parcours riche dans le monde du football. À Tahiti d'abord, à l'AS Centrale, puis l'AS Stéphana. Acceptée au Pôle Espoir de Strasbourg, elle joue pendant 3 ans en Weidenheim. La Tahitienne porte même les couleurs du maillot de l'équipe de Tahiti. Récemment, Kiani a joué les Jeux du Pacifique. La Tahitienne enchaîne les expériences en Europe, un passage à Cardiff au Pays de Galles, mais aussi en Allemagne. Depuis 3 ans, la joueuse a signé au Racing Club de Lens en 2e division. Je suis contente d'être dans ce club parce que c'est un grand club
que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Et bien sûr, c'est un club qui commence à se professionnaliser, donc ça devient vraiment sérieux. La tête sur les épaules, elle sait que la passion ne va pas sans quelques concessions. Avec 4 entraînements par semaine, la Tahitienne prouve qu'il est possible de concilier sport et études. La défenseur du Racing Club de Lens est fière de son parcours et des sacrifices qu'elle a fait. J'ai grandi, j'ai mûri et je ne regrette pas d'avoir fait tout ça parce que ça m'a permis de me débrouiller, de rencontrer d'autres cultures, d'autres choses et de pouvoir voyager surtout. On a une chance de pouvoir voyager grâce au football et de continuer à faire notre passion. La jeune femme a conscience du caractère éphémère de la carrière de footballeuse. Elle prépare actuellement un brevet professionnel dans le but de devenir coach sportive. Son rêve, revenir en Polynésie, avec pour objectif de développer le football féminin. Et avant de se quitter, n'oubliez pas, demain, vous pourrez suivre en direct télé et Facebook la présentation du remaniement ministériel du gouvernement Broderson sur votre chaîne. Votre soirée sur Tfetinu Télévision. Ne manquez pas à votre film Darkest Minds, Rebellion, un film de Jennifer Hugh Nelson, suivi de votre émission Zone Interdite. Demain, c'est Emma Mathieu qui présentera le journal. En vous souhaitant une excellente soirée et une très très belle semaine sur Tfetinu Télévision. Et on se quitte sur les plus belles images de sport de cette fin de semaine. Bonne soirée à tous.